Le plaisir de vous retrouver ce jour, Madame, Monsieur, est immense. Pour ce 67e numéro de votre magazine essentiellement consacré à l'actualité, je serai accompagnée du brigadier chef Eoundou Reine. Bonjour chef Eoundou. Bonjour Madame Bamana. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Un convoi humanitaire gouvernemental composé des vivres et non-vivres destinés aux victimes des inondations dans la partie septentrionale du pays a officiellement quitté Brazzaville le mardi 13 février 2023, lancé par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso. Les précisions avec Georgelin Massamba. Les catastrophes naturelles sont devenues un événement majeur au plan national comme au plan international qui exige des moyens colossaux quant à la réponse d'urgence aux conséquences engendrées. Le Congo n'étant pas à l'abri de ces fléaux, la plupart de ces départements subissent d'importants dégâts du fait principalement des inondations, laissant de nombreuses familles sans abri. C'est le cas du constat relevé avec amertume dans les localités suivantes: le village Mbokalefini, les districts de Ngabé, Mbouya, Makotipoko ainsi que d'autres le long de l'axe fluvial, dans la partie septentrionale du pays, où des maisons d'habitation, des bâtiments administratifs et des soins hospitaliers, des établissements scolaires et autres ont été engloutis par la furie des eaux. Donner une réponse adéquate de secours et d'assistance d'urgence aux populations touchées par les catastrophes naturelles est une préoccupation du gouvernement. C'est à ce titre que celui-ci, avec l'aide de nombreux partenaires, est intervenu dès les premiers moments du sinistre en dépêchant une mission d'évaluation d'urgence multisectorielle pour la collecte des informations sur les populations sinistrées. La vie est devenue une vie très difficile. Oui, nous avons ECC, nous avons une clinique, mais là-bas c'est très limité parce qu'on doit donner l'ordonnance pour que le patient lui-même trouve là où acheter les produits, mais il veut les acheter où dans ces conditions. Vous voyez? Donc, les infirmiers, oui, les courageux sont là, mais enfin, dans le cas de la santé, je dis, les gens, c'est comme Dieu qui les accompagne. C'est CETO, vous voyez là que des gens utilisent. Je dis bien c'est CETO. J'utilise CETO et chacun a son organisme. Hein. Nous encore, on a pris la culture de traiter l'eau parce que le ACR nous donne des produits, mais la population quelquefois s'en fout de cela. Et voilà que je m'imagine que va-t-il se passer à la fin de ces inondations. C'est pour ça que nous ne cessons pas de sensibiliser nos populations sur le risque de beaucoup de maladies, surtout lorsqu'on va aller vers, comme l'eau s'est arrêtée, et le retrait commence petit à petit. Je crois qu'il y aura, ce sera pour moi assez difficile à gérer. Hein. J'ai côtoyé les populations. Le gouvernement connaît d'habitude par le truchement du ministère des Affaires sociales, ce qu'il a l'habitude de donner aux populations, mais les populations m'ont dit, monsieur le sous-préfet, oui, les bois de sardines, les bois de les savons, c'est bon, le riz, on ne refuse pas. Mais enfin, je insiste sur l'aspect des bâches. Parce que tel que je les ai vus à l'intérieur dans les forêts, là, s'ils avaient des bâches, ne fût-ce que par ménage, ils peuvent effectivement faire quelque chose et vivre jusqu'à la fin des inondations. Plus de 100 000 personnes victimes des inondations ont été dénombrées dans cette partie du pays en attente d'assistance. C'est donc à la suite de cette évaluation que le gouvernement de la République a disposé un bateau humanitaire composé de vivres et non-vivres destinés à ces victimes. Prélude au lancement officiel de la mission, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso, dès son arrivée au port autonome de Brazzaville, en compagnie de quelques membres du gouvernement, dont Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, et ceux du système des Nations Unies,
a effectué une visite d'expédition du bateau qui avait la lourde charge d'acheminer cette aide humanitaire avant de donner le top pour le départ du convoi. À l'occasion, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a indiqué en substance que le gouvernement sera toujours au chevet des victimes en toutes circonstances. Le gouvernement a procédé par une mission de prospection. Nous avons reçu le retour des populations. On a évalué leurs besoins et avec l'aide de l'ensemble des partenaires que nous remercions, publics comme privés, nationaux comme étrangers, les partenaires au développement, les partenaires bilatéraux comme multilatéraux, nous avons essayé de mobiliser cette grande quantité de vivres et de non-vivres que nous mettons à la disposition des populations riveraines du fleuve dès maintenant. Ça ne s'arrête pas aux populations riveraines du fleuve. La catastrophe liée aux inondations, aux intempéries de ces derniers temps a touché pratiquement toutes les localités. Donc, comme nous l'avons fait l'année dernière, en décembre 2022, cette année aussi, c'est un grand carnaval, si on peut se permettre de l'appeler ainsi, sur toute l'étendue du territoire, pour que les populations soient davantage convaincues que l'État ne les abandonnera jamais seuls à leur triste sort, qu'en toutes circonstances, le gouvernement sera à leur côté. Telles sont les instructions que nous avons reçues de M. le Président de la République, mais instructions qui vont au-delà de la simple assistance humanitaire. Un plan de contingence est élaboré et conçu et qui vise à regarder comment, par une action, par une réflexion beaucoup plus importante, on peut arriver à faire face désormais à toutes ces calamités naturelles, à toutes ces catastrophes. Il sied enfin de souligner que sur initiative du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, 10 médecins officiers du commandement de la sécurité civile ont été déployés au compte de cette mission pour les besoins de couverture sanitaire. La progression rapide des érosions dans notre pays est un signe patent des impacts du dérèglement climatique qui, de plus en plus, prend de l'ampleur. Pour prendre davantage la mesure de cette situation dérangeante, le ministre de l'Environnement a entrepris le jeudi 8 février 2024 des descentes dans les quartiers de Brazzaville et pris le temps d'échanger avec les populations menacées par ce fléau. Le commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville faisait aussi partie de la délégation. Suivant ce reportage, Demar Bouka. La ville de Brazzaville n'est pas épargnée des effets des changements climatiques, comme ici à Mayanga, un quartier où les populations vivent sous la pression de 12 érosions. Accompagnée du maire de Madibou et des chefs des quartiers, la ministre Arlette Soudan-Nono, après avoir constaté les dégâts, a souligné dans son message de sensibilisation tout l'attachement du gouvernement dans la lutte contre les érosions et les inondations. Très touchées par cette visite du ministre de l'Environnement, les populations de Mayanga se sont exprimées en ces termes. Biso na Mayanga, mabele na biso ya ndenge moko te na ba mabele ya baninga na biso. Ba mosusu bavandaka na mabele ya argile, biso tovandaka na mabele sablonneux. Soki lelo kamne yuko tika ciment sable, mbule ebeti, mbala moko eyi ni de ravin. Soki to négligé, to kundi te, troisième pluie eyi ravin. Ni makambo tozo vivre na kati ya Mayanga. Biso awa ndenge tomoni bino mama, vraiment to sepeli makasi. Parce que mikolo tout lelalelaka. Tomonaka ba député te, tomonaka ba suppléant te, tomonaka mikondi misusu wana te, mais tokendo ko embêter kaka papa le maire.
totinda par rapport au chef de quartier à transmettre na papa le maire. Si je prends Madibou, on a au moins 32 ravins dans Madibou en tant qu'EIC. Au but de contrôler. Mais dans Mayanga, vraiment, on a 12 ravins. Dans les 12 ravins, notre premier site, où il y a vrai makasi. Ni Obino Lelo Boyi. Site Bikakoudi, il y a un site où vraiment il y a l'Embisi Bisso. Bisso population, tu quittes sur le terrain, tu tentes, tu meki, tu bundi et simbité. Tu sali rapport, tu tiens chef de quartier, ni ba pepe wana bino bozo mona kuna, ba rapport pe ba tina kabino. Biso a ceux qui vraiment boule selika et yindi moke. Mitema na biso e komika libanda. Mitema na biso e libanda. Donc, yango wana mama, tala likambo na biso ba ravin. Dès que les inondations sont déclarées, nous nous sommes transportés sur les lieux pour vivre cela de visu. Donc si aujourd'hui le gouvernement a pu apporter tant soit peu l'assistance pour essayer de soulager, mais enfin c'est cette présence qui vient comme remettre en confiance tous ceux qui ont été touchés par des inondations, mais aujourd'hui aussi par votre présence, tous ceux qui sont sous la menace des érosions, sinon qui subissent déjà les érosions. Donc je crois que je voudrais saluer ce comportement un peu proactif du gouvernement et je pense que cela va se poursuivre. Cependant, la ministre de l'Environnement pense qu'un effort citoyen devra se faire pour éviter de tomber dans l'anarchie. Monsieur le maire, moi je vous invite tout à l'heure avec les 2 autres arrondissements à 14h pour que nous mettons un plan d'action concerté en interministériel avec les élus. Parce qu'il faut, dans le cadre de la décentralisation, la déconcentration et la gestion des collectivités locales, avoir toutes les parties prenantes autour de la table. Les solutions sont connues, mais il y a une solution qui ne s'applique pas. C'est l'applicabilité des textes par rapport aux implantations des habitations ou de n'importe quel commerce. Si nous continuons, je répète, à nous installer n'importe comment, n'importe où, 1, vous n'avez pas de voies d'accès. 2, il y a un problème de démographie qui se pose, donc des aspects sanitaires qui se posent et les problèmes éducatifs que vous avez soulevés à juste titre. Ce sont des conséquences des problèmes qui ne sont pas gérés en amont, avant. Et ça, ce sont des échanges que j'aime avoir avec les populations, qui doivent être au courant des dangers qu'ils courent s'ils ne comprennent pas que là, on ne va pas s'installer. Il faut stopper les occupations anarchiques que vous avez sur les flancs de collines ou sur les collines. Parce que, je vous répète, aujourd'hui, nous travaillons avec des documents. Vous voyez, tous ces documents que j'ai vous indiquent qu'en 2030, 2100, si nous ne faisons pas attention, c'est marqué ici, à l'horizon 2030, 2100, si nous ne faisons pas attention, ça là, c'est rien. Les 12 érosions là, c'est rien. Les 12 zones là d'érosion, c'est rien. C'est rien. Il faut savoir que la nature, telle que nous la voyons, elle va demeurer. Mais nous, on peut disparaître. Et la nature va se régénérer sans nous. Et elle va créer d'autres mécanismes de survie. Mais sauf qu'avant de disparaître, on souffre d'abord. On souffre, c'est ce que vous vivez en ce moment. Donc, à un moment donné, vous avez un très bon maire qui se bat pour vous. On est d'accord, mais seul, il ne pourra pas. On va l'aider. Mais ce qu'il doit, il n'arrive pas à vous dire aussi, c'est vos propres responsabilités. Il y a une responsabilité qui nous incombe à chacun de nous à l'endroit où nous nous installons. Nous avons pris une loi foncière. Moi, j'ai signé la loi foncière en tant que ministre de l'Environnement. Mais la loi foncière organise les implantations. Et au-delà de la loi foncière,
vous avez des obligations de faire, même les privés, de faire ce qu'on appelle des études d'impact environnemental et social. Certains ont parlé de la qualité du sol. Mais comment savoir où implanter si on ne vous dit pas quelle est la zone d'implantation? Ça s'appelle faire du lotissement. Je vois ici qu'il y a un problème de lotissement qui n'a pas été fait. Le lotissement veut dire identifier les zones habitables pour les populations. Le lotissement veut dire on vous emmène déjà les canalisations d'eau. Le lotissement veut dire on vous emmène déjà les colonnes d'électricité. La politique de la ville veut dire, de façon globale dans le cadre d'un lotissement, se projeter sur le plan démographique, sur les naissances, pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut en besoins éducatifs, les écoles. Combien de CSI, les centres de santé intégrés, il faut vous implanter? Tout ça, ce sont des études qui sont faites en amont, avant que les villes soient occupées telles qu'elles sont occupées là, anarchiquement. Donc, c'est du moitié-moitié. L'État d'un côté, avec ses responsabilités, et les populations d'un autre côté. Si nous ne changeons pas de comportement, 2030, 2100, on n'y aura plus de Madibout. Surtout que ce fleuve que vous voyez là, tous les ans, le phénomène hydrique emporte 5 mètres de berge. Tous les ans, sans que vous ne vous en rendiez compte. L'eau là qui passe là enlève 5 mètres par an. En 3 ans, 15 mètres sont partis. Vous voyez qu'on a perdu des îles à l'Inbamou. La nature ne se dégrade pas d'elle-même. C'est nous qui la dégradons. Poursuivant sa descente sur le terrain, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a marqué un arrêt sur le viaduc. Question de constater les inondations dans cette zone, pourtant interdite d'habitation. Selon les statistiques provisoires du commandement de la défense civile, la ville de Brazzaville et celle de Kintélé compteraient 80 têtes d'érosion, 27 zones inondables et 19 zones d'ensablement qui sont associées à un relief montagneux où coulent plusieurs cours d'eau étouffés. Dans l'arrondissement 9 d'Iri, l'érosion de Don Bosco n'arrête pas de progresser et les maisons des riverains s'écroulent avec la tombée des pluies. Arlette Soudan-Nono n'a pas manqué de rappeler les lois et textes d'application qui permettent d'agir dans la gestion préventive des risques de catastrophes au Congo. Je vais vous prendre quelques points que l'administration et les populations nous devons partager en approche de solutions. Nous, à notre niveau, nous sommes en train de porter l'harmonisation des textes juridiques. Quand je dis l'harmonisation, c'est parce que nous travaillons de façon transversale avec plein d'autres ministères concernés par la question d'érosion, par la question d'assainissement, par la question d'inondation. Nous sommes en train de finaliser l'élaboration d'outils cartographiques réglementaires spécifiques aux différents quartiers périphériques et à leurs extensions périurbaines. Nous sommes également en train de restructurer les quartiers dits vulnérables, non planifiés. Je vous l'ai dit, le mot non planifié, en d'autres termes simples, c'est anarchique, qui se sont installés de façon anarchique. Et nous devons planifier également les extensions périurbaines potentielles, constitution d'une réserve foncière municipale, le lancement de sites sensibles, d'un programme de maîtrise des érosions. C'est du sérieux, parce que je vous l'ai rappelé tout à l'heure, 2030, 2100, c'est déjà demain. Si nous ne réagissons pas, je ne sais même pas pour ceux qui seront, pour les jeunes générations que vous êtes, si vous aurez encore ce local pour discuter et échanger. Et si ce quartier-là existera. C'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai parlé au-delà de Don Bosco.
Parce que nous voulons sauver cette école de formation, oui, mais au-delà de Don Bosco, c'est toute la zone qui est en danger. La nature va demeurer, mais le vivant que nous sommes, là, la race humaine, le vivant, parce que nous faisons partie de la biodiversité, nous allons disparaître et la nature va se régénérer. Quelle est la forme qu'elle aura après nous, on ne sait pas, mais elle va se régénérer. Il n'y a pas deux planètes, hein. Il n'y a pas deux Congo, il n'y a pas deux Ndjiri. Donc vous aurez beau fuir ailleurs, mais si ailleurs également ils font pareil, eh bien, nous allons nous retrouver vraiment sans abri. Donc il nous faut vraiment réagir, il nous faut changer notre mode de consommation à la nature, éviter d'aller nous installer de façon anarchique n'importe comment. Parce que lorsque vous implantez une maison dans une colline, posez-vous la question, où vont les eaux? Comment nous créons des zones d'accessibilité à cette maison? Lorsque vous obstruez les rues, même sur les plans d'urgence médicale, comment une ambulance peut passer là? Même s'il y a un incendie, comment les pompiers peuvent passer? Il y a beaucoup trop d'incivisme. Chacun doit faire son travail au niveau de la décentralisation, déconcentration et de la gestion des collectivités locales. Les forces de l'ordre doivent faire leur travail sous les impulsions du préfet, sous les impulsions des maires. Il faut des déguerpissements. Dès que quelqu'un pose une brique, il faut arriver tout de suite. Dès que quelqu'un se met à faire un désherbage sauvage, il faut arriver tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Réparer coûte plus cher que d'avoir eu à préserver. Les structures de préservation en amont coûtent moins cher que nous mettre à courir après ce qui a été détruit. Il faut que nous en soyons conscients. Ce n'est pas une fatalité. Ça, c'est l'impact de l'homme. La façon dont nous consommons notre propre environnement qui nous emmène à ces érosions. Il y a des installations anarchiques. Il y a un manque de VRD, de canalisation d'eau. Si nous obstruons le cours de l'eau, le lit de l'eau, comment voulez-vous que l'eau puisse circuler? Si vous empêchez un cours d'eau de passer, eh ben, il fait comme il peut pour trouver son chemin, sa voie. Et sauf que lorsqu'il passe, eh ben, il vous laisse ses marques. Il vous crée des érosions. Et lorsque vous vous installez aussi dans des zones sablonneuses, parce qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact environnemental et social d'implantation, il n'y a pas eu de lotissement, vous installez également dans les montagnes et autres, des zones pas habitables, pas faites pour les constructions urbaines, eh bien, nous avons toutes ces catastrophes-là que nous relevons aujourd'hui. Dans le quartier Émile Biaïnda, l'érosion se creuse, s'élargit et avance davantage, provoquant ainsi le départ inopiné de plusieurs familles riveraines et la destruction du mur de clôture de la concession des missionnaires de la doctrine catholique de Djiri. Une triste réalité qui oblige les sœurs à lancer cet appel à l'aide à l'endroit des pouvoirs publics. Nous attendons au moins une aide financière de notre gouvernement parce que le ravin est vraiment très profond. Mais ici, nous aidons la population. Nous avons les gens qui travaillent dans notre école et la partie de notre terrain est tombée avec la partie du mur qu'on avait déjà construit. Et nous avons eu peur pensant que même le conteneur là, tout allait tomber aussi. Plus grave encore, si rien n'est fait, l'avancée de l'érosion risque d'atteindre le complexe scolaire catholique Jésus Maître, l'unique école dans la zone qui offre les meilleures conditions d'éducation à plus de 300 élèves. Nous aimions fréquenter dans ce quartier, dans cet endroit. Si l'érosion continue à avancer, ça va détruire notre école. Cette école est d'une importance très capitale pour les enfants de ce quartier. Et tout autour, il n'y a aucun collège, par exemple. Le seul collège qui existe, c'est ici. Et
Cette menace vraiment nous préoccupe beaucoup. Comme ailleurs, à l'origine de ce phénomène, le manque de canalisation et les constructions anarchiques. Nous sommes ici à Diri depuis 2007, mais cette concession a été achetée depuis 2005. Et nous étions bien sans problème. Mais quand les gens sont venus construire, il n'y a pas de canalisation d'eau. Tout l'eau de la hauteur vient jusqu'à chez nous et les ravins se créent du jour au lendemain. Nous nous retrouvons dans cette situation. Le commandant territorial de la sécurité civile, qui a participé à cette mission, pense mettre au cœur de ses actions la sensibilisation et les opérations de plantation d'arbres anti-érosion afin d'atténuer tant soit peu la dégradation dangereuse des sols. Vous savez que notre mission principale, c'est celle de protéger les personnes, premièrement, ensuite les biens et au dernier ressort, l'environnement. Le commandement de la sécurité civile a une mission là-dessus. Nous pouvons passer d'abord par la sensibilisation, parce que l'éducation de l'homme, c'est la base. Passer arrondissement par arrondissement, essayer de rassembler les populations, les sensibilisations de masse. Tous les commandements territoriaux ont reçu l'instruction sur le planting des arbres et sensibiliser les populations pour éviter d'occuper les zones d'interdiction. Bien que complexe, la lutte contre les érosions et les inondations trouvera ses solutions dans l'implication transversale des ministères en charge de cette problématique, en synergie avec les populations, pour un aménagement équilibré et durable de la ville de Brazzaville et du reste du territoire national. Le siège du commandement de la sécurité civile a servi de cadre le mardi 13 février 2024 à la réunion de travail du comité paritaire de suivi du protocole d'accord entre le bureau d'enquête et d'accidents d'aviation civile et le commandement de la sécurité civile. Cette réunion était axée principalement sur son fonctionnement. Les détails dans ce reportage de Georgelin Massamba. En sa qualité d'acteur conséquent au processus d'assistance des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles, le bureau d'enquête et d'accidents d'aviation civile chargé de la conduite des enquêtes techniques sur les accidents d'aviation avait signé le 11 novembre 2022 un protocole d'accord avec le commandement de la sécurité civile, également intervenant important dans le mécanisme global d'assistance des victimes. À la faveur du dit contrat d'accord, un comité paritaire de suivi d'activité a été mis en place et dont la présidence d'un an tournante devrait être assurée tour à tour par les deux parties. Le premier mandat ayant été confié au BUA, les membres de ce comité se sont donc retrouvés au siège du commandement de la sécurité civile pour examiner leur fonctionnement et aussi de consacrer le prochain mandat à la sécurité civile. Voilà tout le sens de cette rencontre qui s'est clôturée par une projection d'une réunion devant incessamment se tenir pour le transfert de fanions entre les présidents sortants et entrants du dit comité. Le bureau enquête des accidents d'aviation civile, dans ses attributions, a pour rôle de mener des enquêtes après les accidents et incidents graves au niveau de l'aviation civile. Et s'il y a par exemple un avion qui a eu un crash, on le souhaite à personne, nous nous rendons sur les lieux d'abord pour circonscrire les lieux, sécuriser, mais on ne peut pas le faire seul, il faut qu'il y ait d'autres structures qui travaillent avec nous. Il y en a qui sont là par exemple pour sécuriser les lieux parce que de manière générale, il y a toujours des personnes qui viennent et qui n'ont pas de contrôle de leurs actes et peuvent poser des actes inciviques et qui seraient de nature à nous perturber dans l'enquête de l'accident. Mais aussi, de plus urgent d'ailleurs, c'est de voir s'il y a possibilité de venir en aide aux victimes. Il faut les sortir de là. Donc il y a les pompiers, il y a la santé, il y a la gendarmerie et autres. Et pour que les choses se fassent de manière plus professionnelle et efficace, il faut signer des accords de travail, donc des lettres d'accord. Et sur cette base, il y a donc comme une habilité à chaque partie d'intervenir pendant ces moments-là. Et chaque partie doit savoir exactement ce qu'elle a à faire.
Mais pour le savoir et le retenir, il faut que ça soit inscrit dans un document. C'est cette lettre d'accord qui définit les responsabilités de chaque partie en cas d'accident. Et pour que cette lettre d'accord soit efficace aussi, on avait mis en place un comité paritaire de suivi de cet accord qui a pour rôle de s'assurer que chacune des parties a bien compris quel est son rôle et que, de manière à ce que cela se fasse aussi dans des règles de l'art, on puisse donner les formations nécessaires, des encadrements et autres pour entretenir des gens, parce que nous sommes dans un domaine où on doit toujours être en alerte. Toujours. On doit être disponible, ça peut arriver à tout moment un incident ou un accident ne prévient pas. Pour cela, ce comité paritaire s'assure de ce que chaque partie est prête et a les capacités nécessaires pour intervenir en cas de. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme du mandat de la partie BUIA par rapport à cette lettre d'accord. Le président du comité paritaire de suivi de cette lettre d'accord était un membre du bureau enquête accident. C'est ma personne, Norbert Manguila. Et pour cette année, ce sera un membre de la sécurité civile. Et nous sommes venus nous rencontrer pour préparer la séance prochaine au cours de laquelle nous allons passer le fanion. Notons que le partenariat entre le commandement de la sécurité civile et le bureau d'enquête et d'accidents d'aviation promeut la mutualisation des énergies pour le renforcement des capacités du personnel technique en vue de la mise en œuvre effective de leurs missions respectives. Clore est le principe de tout commencement, dit-on, madame, messieurs. Voilà ce qui met un terme à ce 67e numéro de votre magazine Sécurité civile et population, qui a été sous la supervision du commandement de la sécurité civile, à la prise de vue Georges Lamassamba et à la réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.